Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Raphaël Steinville. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir à Vincent Roy. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Écrivain et consultant sur Europe 1 et sur CNews. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Pierre. Et merci de nous rejoindre, grand reporter, directeur de la rédaction du média de reportage et d'investigation Omerta, avant de partir au Groenland pour ses dernières déclarations de J.D. Vance sur le fait de devoir prendre au sérieux Trump sur ses intentions. Laurent Vinatier, libre. Échange, on aurait dit un film ou une série Netflix avec cet échange au pied de l'aéroport, pied de l'avion en fait. Il y en a un qui arrive, l'autre qui repart. Le basketteur russe qui retrouve son pays, un basketteur russe qui était soupçonné par les services américains d'être un hacker. Et puis Laurent Vinatier, ce chercheur français qui travaillait, je crois, pour une ONG et qui était détenu depuis 2024. Qui est Laurent Vinatier et pourquoi est-ce qu'on le rend à la France aujourd'hui? Écoutez, je crois que ça fait partie de ces négociations qui se mènent en parallèle de la guerre, qui ne sont pas forcément en lien avec l'actualité immédiate. C'est des travaux de fond. Ça s'est produit plusieurs fois, notamment avec les Américains. On a oublié, par exemple, que la première rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine au Kremlin, quand le premier voyage pour négocier potentiellement la paix en Ukraine, eh bien c'était Steve Witkoff était ressorti et un Américain, un ancien Marines, prisonnier des Russes, avait été libéré à cette occasion. Et à chaque fois, il y a eu des négociations, il y a eu, évidemment, des échanges de prisonniers entre Ukrainiens et Russes qui se sont déroulés tout au long de la guerre. Et je crois que effectivement, quand on a des conflits comme ça, il y a ce qu'on appelle la diplomatie de l'otage, en fait. C'est-à-dire que, on a une monnaie d'échange, alors chacun fait pression d'un côté comme de l'autre, trouve des raisons d'interpeller et de détenir. Mais pourquoi est-ce qu'il était détenu? Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour une ONG humanitaire, avec des travaux sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il était considéré comme un espion, comme un... C'est toujours le problème, soit on est journaliste et on est traité comme espion. Moi, ça m'est arrivé en Irak d'avoir été qualifié. C'est-à-dire, vous arrivez en Russie, vous êtes immédiatement considéré comme espion si vous êtes journaliste. Non, je parle de l'Irak à l'époque. Moi, j'avais eu un petit problème. J'avais été arrêté par une milice qui s'appelait l'armée du Mahdi à l'époque. Et parce qu'il y avait un visa américain sur mon passeport français, ils étaient là, Ameriki, et donc j'avais été, ils disaient CIA, Ameriki, CIA. Le raccourci est un peu rapide. Oui, mais souvent, hélas, et ça s'est démontré aussi, des journalistes ont pu être, le métier de journaliste a pu être utilisé comme cover pour des activités d'espionnage. Ça, c'est les années 50, on n'est pas dans OSS. Non, pas du tout. Alors, oui, évidemment, ça peut être, mais pour les ONG, évidemment, pour aller dans des endroits où on ne peut pas se rendre quand on est un officiel, utiliser une ONG quand on fait de l'espionnage, c'est du pain béni. C'est arrivé plein de fois en Afrique. Les ONG sont souvent coupables. Bien sûr, mais ONG où vous vous souvenez de l'affaire où les deux forces spéciales françaises avaient été tuées pour la libération de 2 otages au Bénin. 2 otages qui avaient été pris en otage au Bénin et qui avaient ensuite été libérés par les forces spéciales françaises. Commando Hubert. Et Commando Hubert, voilà. Il y avait également 2 Américaines dans l'histoire, dont une qui était présente en Afrique depuis 10 ans et qui s'occupait d'enfants, et donc qui était clairement une représentante de la CIA dans le territoire. Voilà. On l'a su, elle a été exfiltrée, on n'a jamais vu son visage, et elle est repartie aux États-Unis. Il n'y a jamais eu de témoignage. Donc on sait très bien que c'est ce qu'on appelle des légendes, quoi. On se bâtit des légendes, et l'ONG est souvent un endroit assez facile pour les services de renseignement pour placer des espions. Raphaël Steinville. Oui, ma question c'est, est-ce que la libération de Laurent Vinatier s'inscrit dans ces négociations discrètes menées notamment par l'Élysée avec Poutine? Il y a quelques semaines, on évoquait une reprise de dialogue souhaitée entre le Kremlin et Paris. On a vu que Sébastien Lecornu, il y a quelques semaines, s'était opposé à signer le décret d'extradition justement de ce basketteur russe qui était réclamé par les Américains. Est-ce que tout ça a concouru finalement à la possibilité de cette libération de Laurent Vinatier? Vous voulez dire en même temps
d'Emmanuel Macron aurait facilité. Alors, le vrai problème que j'ai pour vous répondre oui, c'est que le changement de position d'Emmanuel Macron, on l'a analysé. J'ai même fait un papier pour expliquer qu'il avait pas toujours été anti-Poutine, et il y a quand même toute une antériorité où il a eu des bonnes relations avec la Russie. Dire que c'est ça qui a déclenché, en fait, on ne sait pas, et peut-être qu'on ne saura jamais. Mais en tout cas, ça ouvre une ère, ça fait peut-être partie, en effet, parce que quand, au départ, je crois que c'était Emmanuel Macron qui a dit, et le Kremlin immédiatement avait saisi la balle au bond, en expliquant qu'ils étaient tout à fait disposés, et le ton avait changé. Souvenez-vous, la précédente passe d'armes entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'était, ils ne s'étaient pas parlé, Vladimir Poutine fait ses questions à la presse qu'il fait annuellement, et il dit pique-pente d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui répond mon numéro de téléphone n'a pas changé, si tu veux m'appeler. C'était très très froid à l'époque. Là, il y a eu plus sur le même registre. De part et d'autre, il y a eu cette... Notamment la France et Emmanuel Macron qui s'est opposé à l'utilisation des avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine. Tout à fait, ça a été un point positif, vu positivement par le Kremlin. Maintenant, dire que c'est totalement synchronisé avec une période de réchauffement, je suis pas sûr que ce qui a été décidé par la coalition des volontaires, et notamment le projet d'envoyer des Britanniques et des Français en Ukraine après la paix, soit perçu comme une avancée dans le processus par les Russes, puisque eux considèrent qu'il ne peut pas y avoir de troupes étrangères venant de pays de l'OTAN qui s'interposeraient en Ukraine s'il devait y avoir une paix négociée. Donc ça veut dire que les Français et les Anglais travaillent toujours dans leur coin avec Zelensky, ils négocient entre eux, mais ils négocient jamais avec la partie d'en face, qui pour le moment, dont on ne connaît pas encore aujourd'hui les intentions. On sait qu'elle est hostile à la présence de troupes françaises et britanniques, ou de pays venant de l'OTAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français continuent dans cette voie-là. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est perçu positivement par le Kremlin, ce qui me laisse penser, moi, que cette négociation, elle est plus un travail de fond, c'est plus un marathon, alors que ces négociations sont pas sur la même temporalité, à mon avis, et à un moment ça aboutit. Me demandez pas le secret des dieux, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est des processus qui arrivent en parallèle des autres négociations.